Bonjour. Bonjour. Donc on va commencer par une petite rétrospective sur la nouvelle orientation de Peugeot au sein du groupe PSA, avec la restructuration qui est intervenue il y a quelques années de là, et Peugeot qui prend un nouvel envol, avec notamment un nouveau design et une nouvelle politique produit. Quel bilan tirez-vous justement de ce nouveau départ de Peugeot au sein de PSA? Un bilan très positif parce que les résultats sont au rendez-vous pour nous montrer que cette stratégie est la bonne et qu'elle produit des résultats qui sont très favorables, que ce soit en termes de part de marché, que ce soit en termes de profitabilité, que ce soit en termes d'image. Ce changement, en fait, il a démarré un peu plus tôt puisque vous savez que les cycles de développement produit, c'est relativement long. On vient de procéder à un renouvellement complet de notre gamme qui avait commencé avec 208 et globalement à peu près tous les segments ont été renouvelés dans cette politique de montée en gamme et de recherche d'une qualité perçue et d'une montée en gamme forte. La bonne incarnation, peut-être la meilleure incarnation, le meilleur exemple de ça, c'est sans doute la 308, puisque la 308 a montré au fur et à mesure. Avec 308, on avait des objectifs de qualité perçue très élevés. Elle a montré au fur et à mesure qu'on avait réussi à atteindre ses objectifs. Elle a gagné beaucoup de prix, dont le prix de voiture de l'année. Elle est sur le segment, sur le podium de son segment en Europe. Elle est leader en Algérie. Donc globalement, le bilan il est très positif. Une fois de plus, il est positif dans les principaux domaines du business que sont la valeur de notre marque, nos performances commerciales et nos volumes et en conséquence notre profitabilité. Et à partir de ce bilan-là, comment comptez-vous justement positionner Peugeot d'un point de vue image, d'un point de vue volume, d'un point de vue profitabilité et d'un point de vue gamme, globalement dans le marché européen, mais aussi à l'export? Est-ce que vous aurez, en plus, pour continuer, est-ce que vous aurez un seul esprit Peugeot ou un esprit Peugeot localisé selon les marchés? En fait, la première partie de votre question, qui est comment est-ce quelle est notre vision pour la marque Peugeot, qu'est-ce qu'on veut en faire. De façon très simple, je dirais qu'on veut en faire le meilleur généraliste haut de gamme. Et ça c'est simple, c'est-à-dire qu'on n'a pas vocation à être une marque premium ou une marque élitiste, c'est pas du tout le cas. On est vraiment une marque généraliste, on est une marque qui est orientée à cette offre qui couvre tous les segments de marché, mais on souhaite être le meilleur, et pour être le meilleur, être dans un niveau de qualité perçue et de gamme plus élevé que la moyenne des autres généralistes. Donc c'est vraiment ça notre orientation. En termes de politique produit, je pense que ça s'illustre déjà aujourd'hui avec le fait que on veut couvrir tous les segments de marché, mais on veut le faire avec des offres qui soient à chaque fois qui nous permettent d'avoir des niveaux de gamme et un niveau d'équipement qui soit dans le haut du segment. Je pense que l'exemple algérien il est particulièrement intéressant parce que la 208 aujourd'hui elle est leader de son segment, mais elle est leader de son segment avec des niveaux d'équipement qui sont très élevés. La 308 elle est leader de son segment et dans le même ordre d'idée elle est avec des versions qui sont de niveau élevé. Et pareil pour la 2008. Donc les trois segments où on est les plus forts, on est leader en volume. Et on le fait avec des véhicules qui sont des véhicules très qualitatifs et des véhicules très équipés. Donc ça montre que notre stratégie nous permet de lier très clairement une notion de volume important avec une notion de qualité perçue et de niveau de gamme élevé. D'accord. Et globalement, vous voulez être le meilleur généraliste haut de gamme sur le marché. Comment justement s'articulera la gamme Peugeot? Allons-nous assister à une véritable gamme généraliste standard, donc, où les segments seront dupliqués vers le haut, vers le bas, vers des crossovers, etc. Ou alors allons-nous assister justement non seulement à la gamme généraliste classique, mais aussi à quelques modèles qu'on appellera plus ou moins exotiques? C'était une très bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, on ne s'interdit rien. En fait, un point important que vous avez mentionné en introduction, c'est que le groupe prend un nouvel envol. La phase difficile de restructuration est terminée et on va présenter dans les semaines à venir un nouveau plan de croissance rentable pour le groupe PSA et donc pour la marque Peugeot. Donc
je pense qu'aujourd'hui, la réponse à votre question, je ne peux pas vous la donner de façon très précise, mais on ne s'interdit pas d'avoir des silhouettes un peu exceptionnelles et des choses qui sortent de l'ordinaire. Donc en fait, ma réponse, elle est oui, nous couvrirons l'ensemble des principaux segments et aujourd'hui, on a une forte offensive dans le domaine des SUV et des crossovers, vous le savez, qui est un segment qui se développe très fortement partout dans le monde et on accompagne ce développement, voire on va essayer de le devancer, mais on réfléchit à la silhouette qui demain nous permettra d'avoir un coup d'avance et d'inventer des nouveaux segments. D'inventer des nouveaux segments. Oui, c'est le Graal de toute marque automobile, c'est-à-dire d'être dans la bonne présence sur les segments qui font le cœur du marché, mais en même temps d'être capable d'imaginer ce que sera le marché demain pour l'anticiper. C'est-à-dire avec toute la complexité de la segmentation actuelle du monde de l'automobile sur lequel les premiums sont généralement initiateurs dans les nouveaux segments, vous aspirez quand même à la création de nouveaux segments? Bien sûr, bien sûr. On est perpétuellement avec nos équipes de design dans la recherche de ce que seront les concepts de demain. Et c'est bien ça le cœur de notre stratégie, c'est d'être fortement présent sur tous les segments qui constituent le cœur du marché, mais être capable d'anticiper et de réfléchir à ce que sera l'automobile demain. Donc bien sûr, bien sûr. D'accord, on va rester dans le produit avant de passer à autre chose. Et en parlant de segments, etc., est-ce qu'il y aura une place justement pour une voiture, on va dire, une petite sportive atypique, genre RCZ, dans l'avenir de la gamme Peugeot? En fait, on a procédé à une petite évolution dans ce domaine de la stratégie des véhicules sportifs. Vous l'avez certainement senti, avec la volonté de développer en collaboration avec nos équipes d'ingénieurs de Peugeot Sport, des versions qu'on appelle by Peugeot Sport. Donc on en a déjà deux à notre actif, puisque il y a maintenant un peu plus d'un an, nous avons lancé, y compris sur le marché algérien, la 208 GTI. Nous avons une version 208 GTI que nous avons par Peugeot Sport avec 210 chevaux. Mais vous avez vu plus récemment, pas encore sur le marché algérien, mais sur le marché européen, le lancement d'une 308 GTI à 270 chevaux qui a été entièrement travaillé par les équipes de Peugeot Sport. Donc notre idée aujourd'hui, elle est plus de venir enrichir par le haut nos gammes de produits par une version sportive by Peugeot Sport. Donc, autre que la 308 R hybride? Alors, on a déjà la 208 GTI, la 308 GTI, la 308 R hybride, c'est un concept car, on n'a pas encore décidé ce qui en adviendrait, oui. Mais c'est évidemment une vision assez intéressante parce que... En petite série éventuellement? C'est clair qu'éventuellement, ce qui est sûr, c'est que le concept de la sportive qui allie des moteurs thermiques et des moteurs électriques, que ce soit sur 308 ou que ce soit sur des futures générations, est un concept très intéressant pour nous. Vous avez parlé tout à l'heure de la voiture de demain, ce qui pourrait être la voiture de demain, et on sait très bien, on le voit déjà, que le digital a une place très très importante. Donc quelle est la place du digital, que ce soit dans les points de vente Peugeot ou dans les voitures Peugeot? D'accord. Alors, la première réponse à votre question, c'est que le digital, il fait effectivement beaucoup évoluer le processus d'achat et le comportement d'achat de tous les consommateurs. C'est particulièrement vrai aux États-Unis, c'est extrêmement vrai comme des marchés comme le marché chinois et c'est en train de se développer sur le marché européen. Ça signifie quoi? Ça signifie un certain nombre de choses. La première, c'est que le client commence son parcours d'achat en ligne. Il se renseigne avec de nombreuses sources qui vont très au-delà du site officiel du constructeur et qui vont consulter des réseaux sociaux, des spécialistes, des forums, etc. Et que généralement, quand il arrive dans le point de vente, il a déjà un niveau d'information très élevé. Il visite beaucoup moins de points de vente et à partir du moment où il visite le point de vente, généralement il est presque décidé et donc ce qu'il attend du point de vente, c'est pas la même chose que ce qu'il en attendait hier. Donc ça veut dire que nous, il faut qu'on soit exemplaire dans l'expérience digitale qu'on propose, nos sites internet, nos réseaux sociaux, la réputation de notre marque sur internet, notre capacité à faire vivre une expérience digitale, mais il faut aussi qu'on soit capable d'adapter nos points de vente et notre politique de distribution pour faire en sorte que quand le client arrive, on sache récupérer un peu de son historique pour qu'il ne redémarre pas à zéro, qu'il ait l'impression qu'il y a de la continuité entre son parcours digital et son parcours physique. Donc
Donc ça c'est vraiment très nouveau, et donc c'est l'utilisation de nouveaux systèmes qui vont nous permettre, si le client a sauvegardé une configuration, que quand il arrive dans le point de vente, le vendeur il ait déjà la configuration et qu'il sache le véhicule qui intéresse le client, parce que sinon le client il a l'impression de perdre son temps. Ce que j'ai constaté, c'est qu'on est sur le marché algérien encore pas fortement développé sur ce sujet-là, mais ça viendra forcément. Donc je crois que ce qui est intéressant, c'est que la marque Peugeot elle est en train d'acquérir un coup d'avance au niveau international sur ce sujet qui est stratégique pour nous. Et donc on va se tenir prêt avec nos outils à présenter également ce coup d'avance sur le marché algérien. Premier exemple de ça, on doit mettre en place dans les mois qui viennent ce qu'on appelle le rendez-vous en ligne pour la prévente, donc la capacité pour le client algérien de s'inscrire directement et d'aller directement à l'atelier en ayant pris son rendez-vous sur Internet. Donc digitalisation de bout en bout du parcours client, c'est-à-dire ça commencera au niveau de l'acquisition via l'information via Internet, etc. Et vous l'accompagnerez jusqu'à la prévente. Cette digitalisation-là, est-ce que vous n'avez pas justement la crainte de perdre ce contact avec le client justement qui est en train, est-ce que vous ne serez pas en train de dématérialiser ce contact, surtout que Peugeot a justement une tradition très humaine, on va dire, où le contact est très important, très entre guillemets, limite conservatrice. C'est une question qui est très intéressante parce qu'il faut arriver à trouver le bon équilibre entre ce que le numérique apporte en termes de possibilités, certes à la marque mais aussi au client, et en même temps éviter cette dématérialisation dont vous parlez. Je vais vous donner un exemple de ça. Demain, globalement, on va avoir de plus en plus de véhicules équipés de boîtiers BTA, qui sont des boîtiers qui permettent de récupérer l'ensemble des données du véhicule, c'est-à-dire de remonter par les systèmes kilométrage, la façon de conduire du client, son niveau de consommation, mais qui vont également nous permettre de faire de la maintenance prédictive. C'est-à-dire de dire on va détecter en avance de phase tel ou tel voyant qui s'est allumé ou qui va s'allumer parce qu'on a vu que telle fonctionnalité ne fonctionnait pas bien. Et donc on va proposer au client, on va lui dire vous avez rendez-vous dans votre atelier ou passez directement en appuyant sur ce bouton un coup de téléphone à votre atelier pour prendre rendez-vous de façon à ce qu'on puisse opérer cette opération qui est nécessaire sur votre véhicule. Donc on va lui apporter beaucoup de facilité en fait, et de fluidité dans son expérience, mais on ne va pas perdre in fine le contact physique parce que le service il se fera chez nos concessionnaires. Là, vous parlez justement de cette... Vous avez évoqué un point très intéressant dans l'évolution justement du télédiagnostic limite en temps réel avec les outils qui sont en train d'être mis en place notamment par les équipementiers, notamment certains sont français d'ailleurs qui sont en avance. Vous allez donc introduire dans le futur de la gamme Peugeot des systèmes de télédiagnostic intégrés limite en temps réel, un petit peu l'équivalent de ce que fait General Motors avec son OnStar sur l'Astra. Absolument, c'est déjà le cas sur un certain nombre de véhicules. On a un certain nombre de tests qui ont lieu dans certains pays d'Europe avec un parc de plusieurs dizaines de milliers de clients sur lesquels on fait un certain nombre d'expériences qui justement de cette maintenance prédictive où on leur apporte ce service-là, où on les prévient sur l'ensemble des éléments qui se passent sur le véhicule et on voit que le niveau d'acceptation du client il est très élevé. Mais ça reste un contact physique important puisque 85% de ces clients avec lesquels on est en contact pour leur dire qu'il se passe telle ou telle chose sur leur véhicule, ils finissent à l'atelier et donc ça crée aussi de la fidélité vis-à-vis des ateliers. Très très bien. Et en parlant de digitalisation, vous avez parlé d'une digitalisation dans l'approche client justement, de bout en bout, mais comment va se matérialiser cette digitalisation à l'intérieur des futurs véhicules Peugeot? Cette ère numérique qui est en train de débarquer et qui va plus vite que le cycle automobile actuellement, c'est-à-dire le renouvellement des matchs périphériques technologiques va beaucoup plus vite que le renouvellement des voitures. Comment allons-nous assister à cet aspect digital à l'intérieur des futurs Peugeot? Les deux premières choses qui vont apparaître très rapidement, mais qui sont en phase de lancement sur les nouveaux produits, c'est le nouveau système de navigation connectée, donc, qui apporte un véritable service complémentaire dans nos vies aujourd'hui, qui permettent de faire en sorte que
de navigation détecte les difficultés du parcours, détecte en temps réel les embouteillages, propose des alternatives de parcours pour faire gagner du temps aux conducteurs. Et donc ça c'est en lancement sur cette année 2016. Ça va être une évolution, je crois, assez importante du service que propose notre navigation. L'autre, c'est le système que j'évoquais à l'instant, qui est ce qu'on appelle notre boîtier BTA, et qui est quelque chose qui va nous permettre de proposer aux clients. Alors, je vous parlais tout à l'heure de maintenance prédictive, mais c'est pas la seule chose. C'est-à-dire qu'on pourra lui donner également quasiment des conseils en temps réel sur la façon de conduire, sur la façon de limiter la consommation de carburant. On est en train de développer également en lien avec ces nouveaux boîtiers, avec cette nouvelle navigation connectée, une nouvelle version de notre application, une application qu'on appelle My Peugeot, qui sera téléchargeable sur le smartphone du client et qui lui donnera en temps réel ses indicateurs sur son véhicule, sur sa consommation, qui lui proposera des services en ligne, qui lui proposera directement de prendre rendez-vous pour lui chez le concessionnaire, donc il aura juste à valider pour prendre ce rendez-vous. Donc ça va créer toute une fluidité, je crois, très intéressante autour de comment faciliter la vie du client au quotidien. On a eu à Genève un concept car assez intéressant sur ce sujet-là qu'on a appelé le Traveler iLab, et dans lequel on avait un certain nombre de démonstrations de ce que pouvait être le véhicule de demain en termes de connectivité. Et je crois que c'était un bon exemple de ce qu'on peut proposer très rapidement. Le cadran d'affichage digital sur Futur 3008 sera dupliqué sur toute la gamme? Déjà, vous parlez de Futur 3008, vous, c'est quoi cette voiture? Je ne connais pas. D'accord. On présentera bientôt des évolutions qui sont importantes sur ce qu'on va appeler le nouveau Peugeot iCockpit, qui est notre vision du iCockpit pour nos prochaines générations. Donc on aura l'occasion de vous en dire plus très bientôt. D'accord. Donc ce sera un Peugeot iCockpit. Tout à fait. Qui pourrait peut-être être généralisé ou qui est voué être généralisé. Déjà en voie d'être généralisé parce qu'on croit que c'est véritablement un point très différenciant de notre marque en termes d'ergonomie, en termes de concept. On voit qu'après 2,2 millions de véhicules iCockpit commercialisés, on a des niveaux de satisfaction qui sont très élevés. Et donc c'est résolument une voie qu'on va emprunter pour le futur. Notamment en matière d'interfaçage aussi, homme-machine. Absolument. Bon, vous avez parlé du salon de Genève juste à l'instant. Je voudrais juste savoir ce que représentent les salons pour un département marketing. Donc il y a de plus en plus de salons dédiés à la technologie qui font un peu d'ombre au salon de l'automobile traditionnel. Est-ce qu'on ne va pas se diriger vers une orientation vers ces salons technologiques plus que le salon de Genève, de Paris, de Francfort? C'est une question qui est très intéressante parce que c'est effectivement une tendance qu'on voit, en particulier avec le CES de Las Vegas, avec les répliques qu'on peut avoir à Barcelone, et qui sont envahis par les constructeurs automobiles. C'est très impressionnant. Déjà, il y a plusieurs types de salons. On a le salon d'Alger ou le salon de Bruxelles qui sont des salons incroyablement dynamiques et commerciaux, même si cette année est un petit peu atypique. Et qui sont des salons de vente importants. Après, effectivement, on se pose beaucoup de questions sur l'avenir des salons. Je pense que c'est un sujet qui est intéressant parce que en même temps, on voit qu'il reste un appétit énorme du consommateur et un rêve très fort autour de l'automobile. On est sur des chiffres de fréquentation, que ce soit à Paris, à Genève, à Francfort ou en Chine, qui vont parfois au-delà du million de visiteurs un jour. Donc ça reste quelque chose de très appétissant pour le consommateur, mais effectivement on voit qu'il y a aussi une évolution vers la présentation de nouvelles technologies, de nouveaux concepts, mais ça reste des vitrines intéressantes pour les constructeurs automobiles pour montrer leurs nouvelles technologies, nos visions sur le design des véhicules de demain. Et je pense qu'à ce titre, le concept car qu'on a amené au salon d'Alger, Quartz, il verra se concrétiser des choses assez rapidement sur nos nouvelles générations de produits. Une dernière question avec deux questions à l'intérieur. Donc la première question, c'est justement Peugeot dans sa politique mondiale qui a un petit peu l'intention de s'ouvrir sur de nouveaux marchés notamment. Quelle sera l'orientation de Peugeot? Est-ce qu'on aura des approches produits ou gammes spécifiques par marché ou ce sera la même gamme Peugeot pour tout le monde? Ça, c'est la première partie de la question. La deuxième partie de la question, de quoi sera
fait le package utilitaire de Peugeot de demain, surtout que tous les constructeurs sont en train d'aller vers un package de bout en bout, c'est-à-dire du grand fourgon jusqu'à la petite voiture commerciale, en passant notamment en Europe, notamment de plus en plus de constructeurs se réveillent et disent on n'a pas de pick-up. Donc on ne parle pas du pick-up en particulier, mais on parle déjà dans l'absolu de l'orientation de Peugeot dans le monde à travers la gamme et l'utilitaire, le package. D'accord. Alors sur la première question, il y a une évolution assez importante de la vision autour de ce que Carlos Tavares appelle la core model stratégie, et qui consiste à aller plutôt dans le sens que vous évoquez, de dire avoir moins de modèles, mais des modèles beaucoup plus internationaux, beaucoup plus mondiaux. Donc ça, c'est vraiment la direction qu'on se donne, même si on continue à avoir des modèles spécifiques pour certains marchés. Et aujourd'hui, quand on regarde une gamme chinoise par rapport à une gamme européenne, il y a beaucoup de véhicules spécifiques. Mais globalement, le sens de notre histoire et le sens de notre capacité à faire des volumes qui soient importants au niveau mondial, il va aller rechercher plus de communautés, que ce soit de communautés de silhouettes ou de communautés de plateformes. Et c'est déjà vers ça qu'on se dirige, même si on aura toujours, par exemple pour le marché chinois, plus de versions tricorps que sur le marché européen, puisque c'est ce que demandent les clients. Et donc, mais ces versions seront construites sur des plateformes qui seront de plus en plus les mêmes. Aujourd'hui, le bon exemple de ça, c'est ce qu'on appelle la 408 en Chine, qui est une version tricorps sur la plateforme de la 308 en Europe, et qui est l'équivalent, le pendant du succès de la 308 en Europe, et ben c'est la 408 en Chine, puisque c'est notre best-seller. Quant à ce qui concerne votre deuxième question, je pense qu'aujourd'hui, on est, vous le savez, on est le groupe PSA est le premier constructeur européen en termes de VUL. On a une gamme qui est une gamme d'ores et déjà relativement complète, avec des renouvellements prévus importants, en particulier cette année. On a présenté le projet Traveler à Genève, qui est un projet important pour nous et qui est une nouvelle étape, y compris dans l'utilitaire, de notre montée en gamme. On est en train de lancer en Algérie le programme Peugeot professionnel, donc ça montre que qu'on investit dans le domaine de l'utilitaire. Après, plus spécifiquement, la question du pick-up, j'ai pas de réponse à vous donner aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que la grande nouveauté pour nous, c'est que le groupe étant totalement redressé économiquement, on n'exclut plus rien, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc très clairement, dans la perspective de notre développement pour les années à venir, on réfléchit au type de segments sur lesquels on n'est pas présent, au type de pays dans lesquels on n'est pas présent. On étudie les business cases et la possibilité d'aller se développer. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est un sujet qui est à l'étude, même si spécifiquement j'ai pas de données particulières sur ce sujet précis. On va revenir en Algérie, puisque vous êtes là chez nous. Donc, est-ce que justement Peugeot, au final, en Algérie, sera une véritable transposition de la politique et de la gamme Peugeot Europe qu'on retrouvera ici? Ou alors on aura une politique spécifique, on prendra plus d'autres modèles spécifiques, type hors 301? Est-ce qu'on aura réellement une approche montée en gamme ou du généraliste le plus haut de gamme? En fait, je crois qu'on l'a déjà. Parce que les segments sur lesquels on est leader avec, une fois de plus, 301, 208, 2008, avec des véhicules qui sont des véhicules haut de gamme. Donc on arrive d'ores et déjà en Algérie à lier des volumes importants avec la montée en gamme de la marque. Moi, je suis assez fondamentalement persuadé que le marché algérien est probablement un des marchés où cette perception de la marque va être la plus facile à mettre en œuvre, parce que notre histoire, notre légitimité, notre relation avec le client algérien nous permettent de faire ça. Donc ma réponse, elle est même peut-être plus qu'en Europe, la stratégie de la marque, elle s'applique en Algérie. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.